Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous suivez à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Encore quelques minutes à passer ensemble avec nos invités, évidemment. Avec nous, vous le voyez à l'écran, c'est bien sûr Maître Fodé Abbas Bangoura. Il faut le rappeler, il est avocat et responsable du pôle juridique du CTG. Un peu plus tard, Rougui Diallo nous rejoindra dans ce studio. Tatakourou Diawara également, que nous allons recevoir évidemment dans cette émission ce matin. On va continuer 10 minutes encore avec notre invité, mon cher Tamba. D'accord, on va continuer quelques temps avant la question de la transition qui se discute aujourd'hui, qui prend désormais de l'allure. On sait à peu près à quoi ça va finalement ressembler. Revenons au combat du CTG, mais surtout sur la tranche du gangstérisme qui s'était érigé à la tête de l'État guinéen. Il y a cet audio que vous avez réalisé, vous CTG, avec un certain Dem et un autre entremetteur, où vous parlez du professeur Alpha Condé qui est impliqué dans du bradage de nos ressources minières et la domiciliation de fonds normalement guinéens dans des banques étrangères par transit à travers la Guinée. Qu'en est-il? Un procès a été ouvert là-dessus. Dites-nous-en un peu plus. Bon, je vous remercie, mon cher Tamba, et j'ai compris que vous suivez l'actualité. Et alors, le CTG, quand nous l'avons créé, nous sommes partis d'un constat. Nous avons dit, pour quitter de la dictature, pour aller à la démocratie, il faut une pause. Et la pause là, c'est la transition. Et si la transition, elle est démocratique, le reste sera démocratique. Si elle est encore tyrannique, ça va accoucher encore un régime tyrannique. Et c'est pourquoi, quand les uns et les autres parlent ici que la transition, la Guinée, d'abord a eu son indépendance avec une transition. Voilà, parce qu'il y avait un vide. Et c'est une ordonnance qui a réglé tout ce problème. Et après, quand les militaires ont pris le pouvoir en 1984, c'est une autre ordonnance qui a réglé le problème. C'était une transition. Mais transition mal gérée, ça nous a conduit à quoi? À une autre transition après la mort de Conté. Et quand CNDD a pris le pouvoir, parce que la transition n'était pas préparée, et finalement, vous avez vu comment ça a été géré en 2 temps. Bon, bref, nous avons dit, écoutez, à partir du moment que toutes les institutions-là sont inféodées, toutes les institutions, et puis même, il est parti jusqu'à la rupture constitutionnelle, et touché à des intangibilités constitutionnelles, et l'article 27 de la Constitution de 2010 a été touché. Franchement, nous avons dit, il fallait orienter la réflexion. On a vu, on était tous FNDC. Oui. Voilà, tout le monde était FNDC. Alors, et quand nous avons vu que FNDC il y avait un petit problème là, nous avons dit, bon écoutez, il faut réfléchir maintenant sur la transition. Alors, et nous avons, bref, je ne peux pas rentrer dans l'historique et tout ça, mais par rapport au procès, nous avons dit, quand nous avons reçu ces informations, il y avait trop... Revenez sur ces informations rapidement pour que nos auditeurs y comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit. Moi, je les ai écoutés. C'est d'une gravité assommante. Si Diakouré en a touché d'ailleurs un mot. Écoutez, je parle de la création de Banque nationale de développement. Et ce banque-là, c'était une banque fictive. Même le gouverneur de la Banque centrale n'était pas au courant. On a créé avec une monnaie qu'on appelle S-token. Une crypto-monnaie. Et il y avait un couple blanc français, un de ses amis, qui était à la présidence et qui a accompagné les Chinois jusqu'en Haute-Guinée. Et nos ressources minières et nos permis ont garanti, ont été cautionnés au niveau de cette banque. Cette banque-là, c'était une banque dont Alpha Condé lui-même, il était le président directeur général. Et le monsieur, il a dit, je veux que vous mettez l'audio, tout le monde va écouter. Et alors, Dem, c'était un Sénégalais. Parce qu'il dit souvent qu'il n'aime pas les Sénégalais, ainsi de suite. Mais c'est un Sénégalais, il a enrichi ici. Donc Keburo a voulu même l'arrêter. Mais il a menacé Keburo. Et je remercie ce monsieur parce que c'est un patriote. Il a même dit que la Guinée est foutue. Il a compris tout ça. Parce que le compte était domicilié dans une autre banque. Un Tia Bank, je le dis. Et Alpha a manipulé beaucoup de milliards à travers ça. Et Dem, aujourd'hui, il est très riche. Et il a même un immeuble à Cocody. Alors, nous, en Côte d'Ivoire, quand nous avons reçu toutes ces informations-là, il y avait d'autres informations aussi, avec les complicités. Il avait des complices français.
nous avons dit, comme Alpha, c'est un citoyen français, il n'a pas renoncé à sa nationalité. Il n'y a aucune juridiction qui peut le juger ici. Mais nous avons porté plainte devant le parquet financier de Paris, en France. Et quand nous avons porté plainte, c'est ce qui a fait qu'il a réduit ses mouvements en France. Parce que là, nous, les autres voulaient l'attaquer sur les crimes. Parce que les crimes, là, la procédure est très longue. Mais, voler, détournement et autres là, la procédure était très facile. Et nous avons mis ça, nous avons travaillé, nous avons payé les avocats, nous avons organisé des colloques et nous avons fait suivre. C'est-à-dire, il y a eu un groupe. Nous avons notre conseiller, conseiller à la communication, et ça a été relayé par 160 médias à travers le monde. Je crois que M. Grassi même, il a suivi ça à distance parce que le problème c'est que lui-même, à partir de là, sa sécurité était... Voilà, et on a vu ce qu'on est en train... Sa sécurité était voilà. Non, ça on ne peut pas dire ça ici. Écoutez, moi je le sais, parce qu'on avait commencé à racheter votre... Il y avait beaucoup de problèmes, Non, c'est... Et même le lundi, le 5, il y a eu coup d'État, non? Le lundi, il y a un organe qui allait être racheté avec 19 milliards. Alors, je vous le dis. Voilà. Ouais. Alors, c'est que nous, un organe de presse. Nous devrions être fermés, le 9. Voilà. Le 9 septembre. Alors, ça veut dire que ceux qui posent la question, Ahmed, regarde-moi très bien en face. Antoine, pardon. Antoine Kourma. Ouais. Moi-même. Je vous en prie. Aujourd'hui, ce que j'attends de vous, vous savez c'est quoi? C'est de défendre Alpha Condé et assumer. Et ça, c'est très bien. Aujourd'hui, il est seul. Tous les gens qui tournaient autour de lui, les avocats qui allaient le rencontrer la nuit, personne n'a le courage aujourd'hui de parler de lui. Et moi, Maître Abbas, les grandes gueules. Bien. Et je vais veiller à ce que tous ces droits soient garantis. Moi, je suis un citoyen du monde. Droits de l'homme, c'est dans mon ADN maintenant. Merci. Merci beaucoup, allez. On doit recevoir d'autres invités. Allez-y, madame. Qu'en est-il du procès que vous avez engagé Mais il y a beaucoup de dossiers. On a estimé le montant, finalement, est-ce qu'on sait... C'était des milliards. C'était des milliards, Et il des milliards de dollars. Mais oui, il a fait beaucoup d'opérations. C'est-à-dire, il avait accroché la Guinée. Il faut écouter l'audio. Et son ami même, qui est français, il a dit, mais quand je regarde, je me promène à travers la ville de Conakry, je vois les enfants qui n'ont même pas de quoi manger. Il a dit, Alpha, à ton âge là, vous devrez être maintenant à la retraite. Arrêtez de piller votre pays. Parce qu'il était le PCA. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il a précipité pour la création de cette banque maintenant, pour qu'il essaye maintenant de noyer les poissons. La Banque nationale de Guinée, voilà, vu qu'elle n'existait pas, il fallait finalement la mener à formaliser parce qu'il y a des ambassadeurs, ses amis ont dit, il faut arrêter ça, c'est pas bien. Alors, un président de la République et l'ambassadeur, les Allemands cherchaient la banque là, et personne ne retrouvait la banque physiquement. Mais la banque était le compte était quelque part, mais le bureau c'était à la présidence. Alors est-ce que vous allez vous battre aujourd'hui pour que la Guinée puisse entrer en possession de tous ces fonds? Bien évidemment, comme on le voit, la quête des biens mal acquis qu'on voit un peu partout dans le monde. D'autres pays l'ont fait. Ils ont recruté les meilleurs cabinets. Voilà. Et ces cabinets-là ont travaillé. Bien. Et ces pays-là sont entrés en possession de leur dû. Regardez, je vais prendre un exemple, l'affaire Ebomaf. Nous avons parlé de l'affaire Ebomaf. Ebomaf, c'est la route que vous avez, Kisudu et Cancan. Mais c'est plus flagrant. 68 millions ont été payés. Et après, encore, il y a un autre montant. millions d'euros ont été payés. Et après... Mais Moussa, mais quand même. C'est vrai, on a parlé de ça ici. Vous avez parlé de ça ici. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait encore? Et ce monsieur, il a dit que c'est son ami, mais il a pris par compétence. Et que ce monsieur a acheté des jets privés. Et ces jets privés-là étaient encore loués à la Guinée, facturés. Vous savez ce qui a été fait en Guinée? C'est un pillage. Et ça, notre détermination, nous avons recruté Serfa qui nous aide. Serfa a traqué tous les... Voilà, vous savez, plus que moi, et nous avons des cabinets qui sont prêts à nous aider, à aider les Guinéens gratuitement. Parce que quand vous partez en Europe, vous voyez les Guinéens dans la rue. Vous avez pitié de... Merci beaucoup en tout cas, maître, d'être passé ce matin dans cette émission. J'ai peut-être un dernier message pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Allez-y. Vous m'avez demandé de dernier message et je vous en prie et je remercie la presse. Continuez votre combat. C'est un combat noble. Et je sais que c'est au prix même, parfois, de votre vie. Ouais. Voilà. Et des cabales, ça c'est fini dans ce pays. Même le président actuel,
il en a été victime. Et il nous a reçus le lundi. Nous sommes venus dimanche et il nous a reçus lundi. Et avant de commencer les consultations, on a fait 1h30 avec lui pour parler de nous. Je le dis ici. Et c'est un monsieur, c'est une chance pour la Guinée. Je ne le dis pas pour le flatter. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle comme ça. Mais je vois sa conception du pouvoir et je vois qu'est-ce qu'il veut faire en un temps record. Et c'est pourquoi la charte de la transition, les autres n'étaient pas préparés pour ça. Et c'est pourquoi ce coup d'État a pris d'autres dépourvus. Nous, nous sommes, si vous voulez, il faut dire même que nous sommes la branche civile. Nous acceptons. Et je l'assume. Parce que j'ai dit sur la radio, Pascotte, la ligne internationale, sur d'autres radios, il faut libérer la Guinée. Il n'y avait pas de constitution, il n'y a pas eu de coup d'État. Parce que la constitution qui était là, il y avait rupture constitutionnelle. Alors, je vous en prie, M. Grassi, et ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire, continuez à le faire. Et vous êtes en train d'agir discrètement, et je crois que le pouvoir aussi, c'est la discrétion. Et si on dit aujourd'hui que le monsieur est conseiller, il est très bien conseillé parce qu'il écoute. Voilà. Vous savez, les autres n'avaient pas la charte. Mais aujourd'hui, la charte, là, tout le monde sait maintenant, ça reste un seul point. Un seul point. C'est-à-dire la durée. Et cette durée-là, c'est les forces vives et autres là qui vont décider. Déterminer tout ça. Merci beaucoup. Nous sommes entièrement à votre disposition pour d'autres émissions. Parce que moi, je veux vraiment intervenir dans une émission et puis... Antoine Kourouma vous recevra évidemment. Et je pense que vous pouvez m'inviter et c'est avec plaisir. Voilà. Et mon quotidien, c'est le contradictoire. Voilà. Et ici, c'est le débat à sens unique. J'ai écouté les magistrats qui ont dit qu'ils ont rendu des décisions parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'est très grave pour un pays. Merci beaucoup. Il faut annuler toutes les décisions. Et là, ce n'est pas le Fakonde qui a fait. Parce qu'il pouvait démissionner. Il pouvait aller. Il pouvait choisir de l'exil aussi, comme nous. Moi, j'ai démissionné. Il y avait les militaires. Ma vie a été menacée. Et c'est quoi, je lui ai dit. Il a dit oui. Il dit on m'a trompé. Parce qu'on lui avait dit à Sekouba qu'il avait un pouvoir discrétionnaire. Il ne savait pas qu'est-ce que le pouvoir discrétionnaire. Pour lui, ah non, s'il vous plaît. Et c'est très facile de rire, hein. Et voilà. Merci alors, beaucoup. Merci beaucoup, maître, en tout cas, d'être passé ce matin chez les GG sur Radio Espace. L'émission continue. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV, mesdames et messieurs. L'émission continue avec nos invités, évidemment, dans ce studio. Je présentais plutôt, voilà, mon cher Tamba. L'honneur à toi, mon cher ami, avec nos invités, évidemment, dans ce studio. Oui, bonjour. Tata Kourou, bonjour. Bonjour. C'est avec plaisir qu'on te revoit. Bonjour, Rougui. La mine, donc, elle est là. Oui, je sais. Voilà. Ouais. En fait, la mine, il te trouve très belle. Donc, il fallait qu'on... C'était la surprise de ce matin. Ça, il m'a dit, quand je lui ai envoyé l'affiche, il dit, mais elle est très belle. Hein. C'est pourquoi il n'arrive plus à parler au micro. Donc, je profite, je le dis. Non, ils n'ont qu'à l'entendre. Ils n'ont qu'à l'entendre. Alors, c'est la démocratie. Il faut qu'on dise ça. Et on va continuer avec vous. On va commencer cette interview avec vous. Vous êtes française d'origine guinéenne, 26 ans je crois. C'est ça. Vous êtes spécialiste du triple saut, championne de France en 2012. C'est la série des juniors. Et aussi d'autres titres au niveau européen. C'est une discipline qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup. Parlez-nous-en rapidement en 1 minute. Alors, ça consiste à courir. En fait, on a une planche, il ne faut pas la mordre. Et en fait, c'est une association... Il ne faut pas la mordre Non, c'est-à-dire qu'on a une plasticine et il ne faut pas franchir cette plasticine avec sa chaussure. Sinon, le saut est annulé. Et en fait, ça consiste à faire un cloche-pied, une foulée et on atterrit dans le sable. C'est du triple saut. D'accord. On l'a vu d'ailleurs aux Jeux Olympiques.
On était très heureux de voir une Guinéenne prendre part à ces Jeux Olympiques, même si vous l'avez fait pour la France. Mais la Guinée a été fière de savoir qu'elle a une représentante à ce niveau-là. Et dites-nous comment se sont passés les Jeux Olympiques. Vous avez été qualifié pour le tour suivant. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais ça s'est passé comment, ces JO? Alors, c'était assez particulier parce qu'il y avait le Covid, donc c'était un contexte assez spécial. On ne s'attendait pas à ça. Il n'y avait pas de public, il y avait beaucoup de mesures sanitaires. Après, bon, la France est très organisée, donc on est arrivé vraiment en amont pour s'acclimater au climat et aussi au décalage horaire parce que c'était à Tokyo, donc il y avait plus de 6 heures. Et en fait, pour ma part, c'était ma première expérience aux Jeux Olympiques, donc c'était un rêve de gosse. J'avais beaucoup de pression, sachant qu'aussi je m'étais blessée juste un mois avant, donc ma préparation était assez compromise. Mais malgré ça, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Oui, on vous a vu à ces Jeux très bien préparés. Pendant que vous participiez à ces Jeux-là, en Guinée, nos athlètes ont été à Tokyo au lendemain, c'est-à-dire 2 jours après le lancement officiel des Jeux. On a été très en retard. Notre première athlète devait prendre part à la natation. Elle est arrivée le jour même de sa compétition. Elle n'a pas pu participer à cela. Dites-nous qu'est-ce que vous avez eu comme observation sur la façon par laquelle nos athlètes ont été traités. Et est-ce que pour vous, il était normal qu'on échoue à ces Jeux-là au regard des conditions de préparation de nos athlètes? Franchement, c'est quelque chose de vraiment attristant parce qu'un athlète prépare des Jeux Olympiques 4 ans en amont. Donc on se prépare 4 ans d'entraînement, 4 ans de compétition pour un seul moment. Et le fait que à la veille, on dise oui, finalement, il participe, mais il ne participe pas, enfin, que l'organisation soit bafouée, je trouve ça vraiment, mais vraiment horrible pour un athlète en particulier. Alors vous êtes très jeune. C'est quoi aujourd'hui le futur que vous préparez, non seulement pour votre carrière en France, mais aussi pour votre pays d'origine, si on peut le dire ainsi? Je rappelle qu'en France, je suis en train de lire votre palmarès depuis 2015, que pour la France. Depuis 2015, vous avez oscillé entre le 3e rang et le 1er rang. Justement, c'est ce qui induit la question de Ahmed. C'est quoi vos projets, c'est quoi vos ambitions pour les années à venir? Déjà sur le plan sportif, mon ambition c'est de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques de Paris parce que ce sera un gros événement et que ma discipline est une discipline à maturité, donc j'aurai 29 ans, plus de bouteilles et plus d'expérience pour pouvoir viser vraiment le podium. Et sur le plan professionnel, j'ai fait une école de commerce, une école anglo-saxonne. Donc moi, mon but, c'était de partir à l'étranger pour pouvoir travailler, développer mes projets et surtout pouvoir aider la Guinée parce que c'est mon pays d'origine, c'est là d'où mes parents viennent, c'est là où ma famille est. Et en gros, le sport est vraiment quelque chose qui doit être développé dans ce pays parce qu'il y a énormément de talent, je pense, surtout chez les femmes. Amener de la parité entre garçons et filles parce que je vois qu'il y a beaucoup... le sport numéro 1 en Guinée, c'est le football. Et je sais que les filles aussi peuvent faire du football, peuvent faire n'importe quoi et vraiment pouvoir amener mon expérience et pouvoir développer des structures. Bien. Allez-y, mon cher Tanko. Contrairement à beaucoup d'entre nous ici, moi je vous suis depuis 2014. Je pense que quand vous êtes parti à Eugène, à Oregon, subitement je zappais dans la télé, j'ai vu Rougui Diallo, je me suis dit, tiens, ça sonne guinéen un petit peu. Alors, je vous ai vu remporter d'ailleurs en cette période votre première médaille d'or, et c'était ça. Mais la question que je me pose en 2017, je vous ai suivi encore quand vous avez remporté le bronze. Mais à vous voir, vous n'étiez pas très satisfaite. Est-ce qu'au départ d'une compétition, vous vous fixez un objectif uniquement pour l'or? Parce que là, en 2017, j'ai suivi même les interviews, vous n'étiez pas très contente. Pourtant, que vous aviez une médaille. Je suis assez perfectionniste et assez compétitrice. Donc quand je vais en championnat, c'est vraiment pour rapporter l'or. Et en fait, le fait même d'avoir une médaille de bronze, pour moi, c'est pas assez vu le travail que je fournis au quotidien. Donc c'est vraiment une certaine mentalité que j'ai. Et c'est vraiment celle qu'il faut avoir pour vraiment essayer d'atteindre les sommets. Bien. Allez-y. Et qu'en est-il de l'existence de la discipline que vous pratiquez ici en Guinée? Est-ce que vous avez noué des contacts notamment avec les autorités sportives? Est-ce que vous y pensez? J'y pense vraiment. Là, par exemple, j'ai visité le stade de Nongo pour la première fois. J'ai vu qu'il y avait des sautoirs pour pouvoir pratiquer le triple saut. Donc, j'aimerais bien, par le futur, revenir et pouvoir essayer d'instaurer des journées même associatives pour que je puisse inculquer le triple saut aux jeunes filles et aux jeunes garçons, au moins pour leur faire part de ce que c'est vraiment et
peut-être qu'ils vont aimer par la suite et peut-être que ce sera un peu plus développé. Alors, Tokyo, c'est à des milliers de kilomètres de Paris, mais les prochains Jeux vont se passer en France. Alors, il y a une particularité dans la préparation ? Non, pas vraiment, ça reste des Jeux Olympiques, mais c'est vrai qu'il y a une pression supplémentaire, sachant qu'on est des athlètes français, donc les projecteurs seront un peu tournés vers nous. C'est limite même un plus, parce que plus on a de pression, plus on est performant. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est ça. Allez-y. Alors, c'est une question bête, hein. Je vous préviens. Donc, auditeurs, auditrices, vous étonnez pas. Moi, j'ai envie de dire, c'est quel type de sport, ça, là? Tu t'entraînes pendant 4 ans et tu cours 2 jours. Comment on vit ça en tant qu'athlète? Tu dors ou bien comment tu occupes ton temps sur 4 ans de... Justement, moi je suis pas sportif, c'est pourquoi j'ai dit c'est bête dès le départ et je veux comprendre comment ça se passe. En fait, on a des mois de préparation. Par exemple, là, je retourne en France demain pour me préparer jusqu'en janvier. Janvier, il y a les meetings internationaux qui commencent. C'est des circuits internationaux où on rencontre souvent nos concurrentes, les meilleures concurrentes. Et c'est partout dans le monde. Et ensuite, il y a soit les championnats d'Europe, soit les championnats du monde, soit les Jeux Olympiques. Mais les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Mais les championnats, c'est toutes les années. Par exemple, cette année, il y aura les championnats du monde en salle et les championnats du monde en extérieur aux États-Unis. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé. Pas à tout moment, mais comment est-ce que vous arrivez à allier les périodes de compétition avec les études? C'était très difficile pour moi, j'ai dû étaler mon cursus, mais c'est quelque chose qui est faisable que si on est motivé, parce que vraiment quand il y a des moments où on n'est pas assidu, c'est pas possible. Et je voudrais juste placer cela avant de clore. Vous qui êtes française d'origine, est-ce que dans... Guinéenne d'origine. De toute façon, non. Allez-y. Française de nationalité. Je disais que dans le milieu du football, nous avons vécu beaucoup de choses sur le plan du racisme. Est-ce que dans votre milieu, est-ce que dans votre sport aussi, vous avez été victime ou vous avez connu quelqu'un qui a été victime de ça? Parce qu'on parlait de quotas au niveau, par exemple, de l'équipe nationale française de football. Non, il faut savoir que dans l'athlétisme, c'est vraiment un sport hyper diversifié et que même on a plus d'avantages à être noir. Et c'est vrai, c'est une chose parce qu'on a été gâtés au niveau de nos qualités. Et forcément, du coup, les meilleurs athlètes sont d'origine souvent africaine. Comme même un Usain Bolt qui est jamaïcain, il doit avoir des origines africaines. Et les autres sont dus ou quoi? C'est ça. Et finalement, il n'y a pas trop de discrimination. Bien. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Peut-être un message à vos fans qui vous regardent et qui vous écoutent à la radio. Oui, aux petites filles, aux petits garçons, mais surtout aux petites filles, je voudrais laisser un message d'espoir pour leur dire que le sport est fait pour tout le monde et qu'il ne faut pas se limiter à ce qu'on dit. Il faut vraiment voir que tout est possible. Et vraiment, je voudrais remercier les Guinéens de tout leur soutien parce que même pendant les Jeux Olympiques, j'ai vu énormément de messages et ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Merci beaucoup d'être passé ce matin chez nous. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Avec notre invité, toujours les invités dans ce studio, Moussa Tatakourou Diawara, et avec nous, comment le présenter? Activiste, journaliste, militant, prenez tout ça comme vous voulez. On va essayer de partir, si vous voulez bien, du côté de la régie, parce que c'est important, si le cabinet est prêt de ce côté, parce qu'on a quelques archives évidemment de Moussa Tatakourou, le temps de le faire réagir sur ces photos, de revenir à... Voilà, revenez sur la première image. La première image. Elle est très importante. Elle est très très importante, voilà. Tu vois, ça cale, voilà. Allez, Tatakourou, militant du RPG Arc-en-Ciel. On le voit là. D'autres images, voilà. Ici, on le voit avec Alpha Condé. Ouais. Une autre image, voilà, avec toujours le président Alpha Condé. Je vois le sage de Sigiri qui est de l'autre côté. Et Tatakourou avec qui là? Je ne sais pas trop. Voilà. Il avait sa petite go. Voilà, alors revenez en studio. Moussa Tatakourou Diawara avec nous. Bonjour et bienvenue chez les GG. Bonjour boss et bonjour à toute l'équipe. Ça fait plaisir de me retrouver parmi vous. Les visages m'ont manqué. Ouais. C'était virtuel pendant 5 ans. Ouais. Aujourd'hui, je suis avec vous. Et je suis hasardement assis entre 2 Moussa encore, donc 3 Moussa dans ce studio. Et merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci. Ouais. Il y a Tamba qui me disait hier, Lamine, que quelqu'un lui a dit « Ah, Tatakourou est arrivé en Guinée.
Maintenant, je crois au renversement du régime. C'est pas possible. Donc, Tata Kourou, comment tu as quitté la Guinée? On sait un peu les circonstances dans lesquelles tu travaillais ici, très difficiles. Nous nous rappelons de ton passage ici, quand tu as été attaqué, parce qu'il faut quand même dire que le Moussa ne reste jamais tranquille. Tu as été tabassé du côté de la Haute-Guinée, il a fallu que tu partes au Mali, tu es revenu, il y a eu encore des problèmes. Alors, à quel moment tu as compris que ta vie était en danger, qu'il fallait que tu quittes ce pays? D'abord, je vous dis merci et bonjour à tout le monde, et surtout ceux qui ont l'habitude de me voir sur les réseaux sociaux. D'abord, avant de commencer ce que j'ai à dire, je voudrais personnellement remercier la famille du Feu Kéléfassal qui m'a habillé aujourd'hui dans un costume de fin. Quand j'ai été rendre visite quand j'ai rendu visite à la famille, sa vive a fait sortir ce costume avec ses filles pour me dire que nous avons réservé ça pour toi, pour tout le combat que tu as fait pour notre papa à son vivant. Ouais. Donc aujourd'hui, je me suis mis dans ce costume pour être vraiment dans Kéléfa et le représenter ici dans ces studios. Vous voyez que ce n'est même pas ma pointure, ce n'est pas venu de la France. Bon, Donc, tu es habitué aux gros habits. Je voudrais savoir comment la transition s'est opérée. On parle de transition, mais on te voit en image auprès du professeur, le soutenant, militant au départ. Après, on t'a vu. Si vous voulez, voilà, j'en viens. Les grandes gueules. Moi, je suis de Sigiri, de la Haute-Guinée. Et si vous me permettez que je parle, je vais parler. Je me dis que j'ai eu deux choses auprès de mes parents, la religion musulmane et le parti RPG. Je suis né RPG parce que quand mes parents me disaient d'aller apprendre les versets coraniques, mes parents me prenaient aussi en main pour aller dans les manifestations du RPG pour me dire que c'est notre parti. Ouais. Et j'ai été élevé comme ça. Je me suis vu là-dedans. Je ne connais aucun parti dans ce monde si ce n'est pas le RPG. Je le dis haut et fort, j'ai gardé les archives. C'est en 2013, à l'université de Cancan, avec un collègue qui est d'ailleurs avec vous ici, Babila. Et voilà, moi, je me suis un peu écarté parce que j'avais été élu comme président des étudiants à l'université de Cancan. Donc, je ne pouvais plus apparaître avec le couleur du parti, mais je suis toujours resté. Si vous voyez la photo là, il y a le recteur de l'université de Cancan qui est décédé d'ailleurs, Dr Magas, qui est en basin là. On était venu en comité d'étudiants pour rencontrer le président. C'est lui qui a à droite là, Dr Idrissa Magasouba, qui a été recteur à Cancan. Il nous avait reçus. Et voilà. Et donc, le divorce finalement avec le RPG? En fait, le divorce en quelque sorte, j'ai tiré la sonnette d'alarme à Cancan quand j'étais à la radio Baté FM pour dire attention, il y a un élan de trahison. On ne peut pas comprendre que quelqu'un pour lequel on s'est battu pendant 40 ans, moi j'avais quel âge à l'époque, 29 ans, 30 ans, vienne au pouvoir et qu'il fasse 3 ans sans venir en Haute-Guinée. Et quand j'ai parlé de ça, il ne fallait pas. On m'a pris tout de suite comme un ennemi du parti. Et ce que je peux dire ici, je parle devant les témoins. Il n'y a pas 5 jeunes en Haute-Guinée. Quand vous demandez même aux responsables du parti en Haute-Guinée de vous aligner 5 jeunes qui se sont battus pour ce parti, et voilà, peut-être qu'ils peuvent être animés de la mauvaise foi. Vous avez compris à un moment donné que l'idéologie n'était plus pareille. Voilà, l'idéologie n'était plus pareille. Les grandes gueules. Est-ce que c'est l'idéologie ou la reconnaissance envers les parents? Les deux, moi je le dis fièrement. Quand les gens disent que je suis un frustré, je l'assume. À des moments donnés, quand on se bat pour quelqu'un, on s'attend à quelque chose. La politique, ce n'est pas une religion où on attend c'est-à-dire les récompenses à l'au-delà. Ouais, mais c'est aussi des convictions. Non, oui, mais attendez, quoi qu'on dise, quand vous êtes ministre aujourd'hui, je m'attends que oui, mais il faut le dire. Non, il faut le dire. C'est aussi la conviction, mais dans ce qu'il oui, c'est la conviction. Mais ceux qui sont à la base, ça c'est la conviction. Mais lui, quand il se bat, c'est pour travailler. Moi, je l'assume. J'ai été frustré. Je m'attendais à servir ces pays sous le RPG parce que c'est mon fruit, c'est mon combat. Et voir d'autres personnes qui ont persécuté nos parents, qui ont tué nos parents. Je vois un Bourema Condé devant moi ici aujourd'hui. Je vais le lui dire. Bourema Condé a déshabillé mon oncle paternel devant moi.
marié à 3 femmes, 12 enfants à Banakoro. Mohamed Lamine Kaba de fidèle. Il est témoin, il était au siège du RPG à l'époque. Ces jours-là à Banakoro. Jusqu'à présent, je me rappelle la couleur du caleçon qu'il portait. Alors que je n'avais que 14 ans. Que je vois ces mêmes personnes venir occuper des postes ici, sous un régime que nous avons battu. Je ne peux pas accepter. Je l'ai dénoncé au sein du parti, ça n'a pas marché. Je l'ai dénoncé dans les médias, ça n'a pas marché. Finalement, je me suis dit que où je pouvais mieux faire ce travail-là, c'était de rejoindre les médias. Voici comment moi je suis devenu journaliste. J'ai dit, comme vous ne m'acceptez pas dans le parti, je vais aller ailleurs où je peux mieux dire les choses. Et ça serait mieux compris par certains. Bien. Moussa Tatakourou Diawara, notre invité ce matin chez les GG, allez-y. Finalement, c'est le fait que le chef de l'État ne s'est pas déplacé pour aller en Haute-Guinée, ou alors c'est parce que... Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Vous allez même... Moi, j'ai eu le courage de dénoncer. J'ai été combattu même par le doyen Savané à l'époque. Et pourtant, j'étais son lieutenant, son Kemebourema. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Samori, quand on parle de Kemebourema, on sait c'est qui. Vous a Donc moi j'étais le Kemebourema de Savané de Sigiri, le député. Mais après, aujourd'hui, les grandes gueules. C'est Tatakourou qui avait compris ça le premier. Mais on n'avait pas compris à l'époque. Aujourd'hui, moi je pardonne tout le monde. Vous comprenez? Vous avez suivi ici que je sois empêché de célébrer mon mariage dans ma ville natale parce que je vais faire déplacer la Adja Alimatou Dalen comme marraine. Moi, je suis né à Sigiri et à l'époque, celui qui était maire m'a enseigné au lycée pendant 3 ans, mon professeur de biologie. Et que mes amis, mon propre oncle maternel soit l'officier d'état civil à la mairie de Sigiri. C'est lui qui m'appelle pour me dire, attention, il y a une connotation politique. Voilà, on vient de me dire que voilà, le mariage ne peut pas célébrer. En fait, j'ai subi des choses. Ça m'a fait envenimer les choses. Moi, je pardonne tout le monde aujourd'hui. Je vais rentrer chez moi à Sigiri. Je suis un fils de Sigiri, bien que je sois né à Abidjan. Et j'ai rejoint la Guinée à l'âge de 9 ans. Je n'ai vu ma mère qu'à 26 ans. Je ne connais même pas ma mère. Ma mère m'a envoyé en Guinée à l'âge de 9 ans. Je l'ai revu à 26 ans. Mais tout cela, j'ai fait ces combats-là et donc partir à l'eau comme ça. Vous voyez, bon, je n'ai pas suffisamment le temps pour vous parler tout cela ici dans cette émission. Mais j'espère que voilà, le temps viendra pour nous, les témoins, de parler. Vous dites que vous pardonnez à tout le monde. On a vu cette sortie des jeunes du RPG, notamment au siège, qui demandaient la libération immédiate du président Alpha Condé. Qu'est-ce que vous pensez de il ne faut pas que je dise Alpha Condé ici, mes amis vont me dire, oh oui, il a changé de nom. En fait, au mot, il faut dire que l'humiliation que Alpha a eue, j'ai pleuré. J'avais dit ça quand il a enlevé Siaka Barry. Moi, si vous me permettez, je ne pouvais pas comprendre que Alpha peut pardonner d'autres cadres de ce pays juste pour des raisons politiques et éloigner tous ceux qui sont de la Haute-Guinée qui ne conjuguent pas le même verbe que lui. Prenez Lansana Kouyaté, prenez Ousmane Kaba, prenez François Lonson Fall, prenez Siaka Barry. C'est-à-dire qu'il pouvait accepter l'opposition des autres venant des autres régions, mais pas chez nous en Haute-Guinée. Moi, j'ai laissé mon propre grand-père biologique. C'est que vous ne savez pas, Mamadi Diawara est du même père que mon grand-père. Mais je n'ai jamais été militant de PTS. Il a parlé fatigué. J'ai dit, j'ai une conviction. Mon grand-père lui-même, biologique, lequel tu es le frère, était du RPG. Donc moi, je suis du RPG. Regardez comment tous ceux-ci ont été récompensés par ce monsieur. Kelefa Sall. Quand il est mort ici, aucun fils cadre de Sigiri n'a été aux obsèques de Kelefa. Parce que tout simplement, il s'est opposé à quelqu'un. Les grandes gueules. Dans ce domaine. Voici des frustrations qui je reconnais que j'ai tenu des propos à... Voilà, Antoine parlons justement de ces propos. Oui, Antoine. Oui, j'en venais. Ne te presse pas, j'en venais. Les grandes gueules. Les conditions de détention du président, est-ce que... au même Alpha titre Condé, que les d'ailleurs, jeunes lui, il est mieux réclament traité leur aujourd'hui et sa prison doit être la prison de Kerouani, que nous considérons en Haute-Guinée comme l'une des prisons les plus dangereuses, ou à Kindia. Les grandes gueules. Alpha Condé ne peut pas être sous les climatiseurs aujourd'hui quand même. C'est que Doumbouya est humain. Tu me donnes Alpha Condé aujourd'hui. Sincèrement, on va aller à Kerouani ensemble. Il va aller faire sa prison à Kerouani. Les grandes gueules. Il y a des faits dans ce pays ici. Il faut qu'on ait le courage de se dire les vérités. Pas la vérité, mais les vérités. Moi, je vois des gens ici, ils savent faire les décomptes communautaires. Quand il s'agit de citer les cadres de l'UFDG à l'Assemblée, les députés, ils disent, ouais, il y a eu 29 Diallo, il y a eu 4 Ba, il y a eu 3 Barré. Mais la même stratégie là, faites-le
faites-la du moins pour le cas des victimes. Vous vous rendrez compte que les tueries en Guinée ont été communautaires. Moi, je l'assume. Quand j'étais petit, mes parents m'ont dit que Lansana Conté n'aime pas les Malinqués. J'ai été élevé avec ça. Et on m'a dit que les Soussous n'aiment pas les Malinqués. Moi, à l'époque, il y avait un monsieur Conté à Sigiri. Nous, on ne suivait pas ses cours. Un professeur de chimie parce qu'il est Conté. Donc moi, je vois la même injustice s'abattre sur une autre communauté, sur un régime que moi-même j'ai mis en place. Attendez que je vienne. Boss, excusez-moi, il faut que j'ai le courage de le dire. Acceptons, il n'y aura pas de justice dans ces pays ici. Vous avez vu les mêmes magistrats là-bas. Doumbouya ne pourra pas changer tous ces magistrats-là. Ayons le courage. Disons les choses, ce qui s'est passé. Ça s'est passé sur la tête de quelle communauté? Il faut le dire comme ça. Et puis entre nous citoyens, on pourra se réconcilier. Il faut la justice. Il faut la justice. Il n'y aura pas de justice ici. Il faut la justice. Il n'y aura pas de justice. Je connais. C'est la justice. C'est le souhait de tout le monde. Mais moi, je vous dis que l'espoir n'est pas permis. Il faut la justice. Allez-y, Antoine. Évidemment. Sur beaucoup de évidemment. Allez-y, Antoine. Allez-y, Antoine. Évidemment. Depuis 2015, donc, Tata Kourou a quitté la Guinée. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est était-il en France pour des faits d'exil ou c'était un voyage volontaire? Parce qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Il faut savoir que... C'est la question. Pourquoi est-ce que Tata Kourou a quitté la Guinée? Comment il s'est retrouvé en France? Oui. Et... Voilà. La question d'abord. Je ne voulais pas, parce qu'avant d'aller en France, j'ai été aux États-Unis. Quand il y a eu les événements malheureux là, à Cancan contre la radio Baté FM, je déplore d'ailleurs, je présente mes condoléances à la famille du colonel qui est tombé à Sectoria là. C'est lui qui a saccagé la radio Baté FM. Le colonel Yamou Ibala. Par complicité de Fodé Nyagasola. C'est Fodé Nyagasola qui lui avait dit ces jours-là de m'arrêter. J'avais ma moto 4 m'a arrêté. Avec la clé, j'ai pris, je fuis. Donc, la question c'était quoi d'ailleurs? Les raisons de votre... Les raisons, quand je suis revenu des États-Unis, comme toi-même tu l'as retracé déjà dans tes posts sur Facebook, que je me suis beaucoup fait agresser dans ces pays. Antoine, en fait, je suis réfractaire à l'injustice. Souvent, quand on m'arrête pour me demander certaines choses et que les autres passent, je me demande pourquoi pas eux. J'ai eu des altercations ici avec le commandant Sidibé de la brigade de Rissars qui est décédé. Ça, je le confirme parce que vous avez même été tabassé par une femme. Ah bah voilà, une femme policière en ville. La policière, à chaque fois que je vois la policière, je dis la femme de Tata Kourou. Oui, mais Tata Kourou, moi j'ai beaucoup suivi ça. Mais est-ce qu'à la fin tu n'aimais pas qu'on te frappe aussi? Parce que... Mais Tamba, quand j'ai quitté ça, est-ce que tu as entendu une seule fois que j'ai été frappé en France? Non. Jamais. Non, on t'a raté. Voilà, non, on t'a raté en France. Tu te rappelles? Vous avez organisé une manifestation contre à Château Rouge. Tu as empêché qu'on tabasse quelqu'un, je pense. C'est toi qui as empêché qu'on tabasse quelqu'un. Vous étiez parti dans le but de filmer le domicile des cadres. Tout le temps dans des petits problèmes. Non, attends. C'était Baïdi. Oui. C'était à Douai là-bas. C'est ça. Je me suis opposé qu'on agresse les jeunes qui ont été envoyés par des adversaires de Baïdi pour aller. Moi, je suis avec Baïdi, je l'assume. C'est quelqu'un qui m'a toujours aidé. Je l'assume financièrement. Baïdi, quand je vous montre nos conversations, vous saurez quel est le courage que j'ai pour le dire. Grand, il y a ça là-bas, il y a ça là-bas. C'est pas bon pour vous dans l'avenir. Les grandes Baïdi ne m'a jamais abandonné parce que je suis du FNDC ou bien je suis un opposant. Quand ils ont dit d'aller attaquer la famille de Baïdi, j'ai dit, vous trouverez dans la famille de Baïdi que ses enfants même sont peut-être contre Alpha Condé. Bien. Alors cette question, Tata Kourou, à un moment donné, on vous a reproché, vous de la diaspora, parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait de la tension à Conakry, les grandes gueules, on vous accusait d'envenimer les raisons du départ. Les raisons du départ, je l'ai dit déjà, il y avait des problèmes de sécurité. Je suis passé avec commandant Sidibé, la dame policière, si elle n'était pas en tenue. Comme Jean-Marie Doré, je connais aussi les arts martiaux. Il y a aussi les homosexuels. Voilà. Tu as filmé les homosexuels. Mais non, mais là, ça c'était autre chose. Le directeur de publication. Moi, je n'ai envoyé que les images. Donc, le directeur de publication devait prendre soin. Il m'a arrivé à 23h pour ça. Ah, voilà. Et non, moi, j'ai vu des gens là-bas. Bien. Parlons de ce séjour en France qui a duré 5 ans. On vous a vu publier des photos parfois indécentes sur la Guinée, sur des femmes et tout cela. On vous a reproché souvent d'envenimer la situation lorsqu'il y a de la tension à Conakry. Est-ce que vous étiez obligé parfois d'en arriver là pour attirer la tension? Si, je l'assume. Quand on n'aime pas un chef de village, on fait tout pour qu'il tombe. Quelle que soit la manière. Quelle que soit la manière. Non mais
Ça, je l'assume. Attends, Antoine. Vous faites mal au pays dans ce cas-là. Antoine, écoute-moi. Le mal qui a été fait au pays ici. Non, attendez. Le mal qui a été fait. Tu peux me laisser parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, Antoine. Laisse-moi parler, Antoine. Non, je connais. Mais attends. On vous a reproché à vous de la diaspora de vouloir mettre le feu à la Guinée. C'est moi qui dois parler, Antoine. Tu me laisses parler. Vas-y. Il n'y a pas de mal que moi j'ai commis en France virtuellement qui n'a pas été commis ici physiquement. Ils ont dépassé les limites ici. Ils ont tiré sur les gens dans les mosquées. Ils sont allés dans les cimetières ici, tiré sur les gens. Et moi qui prends mon petit téléphone alors, sortir sur Facebook, dire ce qui s'est passé là-bas. Entre eux qui ont fait le mal et moi qui suis de l'autre côté, qui est coupable. Donc quand tu as le courage... Non, attends. Comprenez le sens de ma question. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité parfois? Il y a quelle gravité? La gravité dépend de l'acte même. Si l'acte est déjà posé, où est la gravité? Ce qu'on vous reproche, c'est quoi? C'est que soit vous avez je te dis déjà que je l'assume. Si l'État a refaire encore, il faut qu'on s'écoute. Déjà que j'ai mon passeport déjà. Et voilà, même quand ça ne va pas aller encore, je risque de repartir. En fait, Antoine, avec ce changement de situation, oui, on n'a pas de temps. J'ai mon passeport. On n'a plus le temps là, les gars. C'est fini. Rapidement, Tatakoro. C'est fini. Oui, c'est fini dans quelle minute? Voilà. Avec le changement de situation, vous êtes revenu en Guinée. Oui. Dites-nous pourquoi ce retour. Oui. Tatakoro est-il prêt à travailler avec la junte militaire? Si. C'est quoi l'objectif? Ça, c'est la moindre des choses. Okay. Je peux servir mon pays aujourd'hui. Bien sûr. De quelle manière? J'ai 37 ans bien sonné. De quelle manière? De toutes les manières. Bien. Tu me mets Premier ministre aujourd'hui. Voilà. Et bon, ce que je voulais dire, j'ai fait un tour en ville hier. Et j'ai été fier. Les jeunes de moto-taxi là. Quand je prends moto-taxi, dès que j'enlève le masque, Tatakoro. Oui. Je n'ai 4 moto-taxis hier que je n'ai pas payé. Et je suis fier de tout ça là. Et je les rends la monnaie ici. Merci au peuple de Guinée. À l'aéroport, il y a des gens qui sont venus que je ne connaissais même pas. Moussa et le boss dit que... Il a appelé Doumbouya, il n'était pas très sûr. Vous avez échangé au téléphone. Très bien, même ce matin parce que Tatakoro a eu à faire un poste. Après, il s'est assis. Il dit, mais le colonel Doumbouya, il s'est enrichi et tout ça. Et quelques temps après, il y a eu ce coup d'état. Donc, il fallait qu'il soit très sûr qu'en venant à l'aéroport, il ne serait pas arrêté. Donc, je pense qu'il a pris ses précautions pour parler avec Doum. Non, mais tout ça, là, c'est circonstanciel. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, boss. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Moussa Tatakoro, évidemment, qui était avec nous dans ce studio. Merci à vous qui nous regardez à Sigiri, à Cancan, entre autres, à Lemou, à Lola. Mohamed Diaby a réalisé cette émission ici en studio à la radio. Kabino Kondé, Malisila, Mafata Sano, Alassane Diallo, Papoutou, toute l'équipe. Demain, on se retrouve pour d'autres aventures. Prenez soin de vous dans un instant. L'ami Seben vous informe de le 19h45 sur Radio Espace et à midi, vous avez rendez-vous avec l'équipe d'Antoine Kourouma avec la rédaction politique de Radio Espace. À demain. Au revoir.